Une chose qui me rend assez fier, c'est que finalement, pour pas mal de gens, je suis l'exemple d'un homme libre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Mika, Victoria Beckham, Kylie Minogue ou encore Blake Lively, tous ne jurent que par les créations de mon invité d'aujourd'hui. Devenu célèbre depuis la création de sa marque de chaussures aux semelles rouges, il a su s'imposer comme une véritable icône de la mode. Né à Paris, d'un père ébéniste et d'une maman femme au foyer, il forge très jeune sa fibre artistique en allant beaucoup au théâtre et en dessinant des souliers. Après s'être essayé à une école de dessin, il tente de vendre ses pièces à des danseuses des Folies Bergères. Au fil de ses créations et de ses rencontres, il se fait remarquer et collabore par la suite avec les grands noms de la mode, Hervé Léger, Chanel ou encore Maud Frison en Italie. Puis, pour le grand Roger Vivier. Après une brève carrière en tant que paysagiste, il lance sa propre marque de chaussures en 1991 et lui donne son nom. Depuis, ce nom est devenu synonyme de luxe, de créativité et d'élégance. Le temps d'une pause, le créateur et chausseur star, souvent décrit comme extravagant et visionnaire, nous dévoile les dessous de son parcours haut en couleur. Bonjour Christian Louboutin. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. Alors, je voudrais dire quand même une première chose. Dis. J'ai jamais essayé de vendre mes dessins aux danseuses des Folies Bergères. Je voulais juste les montrer et les faire pour elles, mais j'ai jamais pensé à les vendre. T'étais tout jeune, hein. Là, t'as quoi ? T'as 17 ans à ce moment-là ? J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Donc, je connaissais toutes les danseuses parce que j'étais souvent allé aux Folies Bergères. Enfin, je les connaissais pas personnellement, mais je connaissais leurs noms, etc. Et donc, je viens avec des dessins parce que je voulais travailler pour les Folies Bergères. Je voulais faire les souliers pour les Folies Bergères. Donc, je pensais pas que les danseuses allaient me payer. Comment tu te retrouves à connaître les Folies Bergères à 17 ans ? J'ai eu un très bon ami de classe, enfin période de classe, c'est-à-dire quand j'ai 13, 14 ans, etc. On traîne beaucoup ensemble. Et enfin le soir, parce qu'on n'est pas à la même école, mais on se rend compte quand moi j'ai 13 ans, lui il en a un peu plus. Et ce qui se passe, c'est qu'on découvre... Moi j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le théâtre, mais particulièrement le cinéma et aussi beaucoup de music-hall. Et lui aussi, on a beaucoup de choses en commun, il s'appelle Tuan. Et donc, on découvre aussi une chose assez simple, c'est que c'est très facile de rentrer par les portes de sortie si on va aller au cinéma. Donc on voit des films tous les soirs sans payer, puisqu'on passe par la porte de sortie, qui est un truc, je crois que c'est plus tellement possible maintenant. Mais on découvre une chose plus importante, c'est qu'il y a, pendant les entr'actes, au théâtre et aussi au music hall, ça sonne, ça fait ding, 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 et puis tout le monde sort, un peu fumer la cigarette, comme en bas, là, j'ai vu. Tout le monde sort fumer, et puis tout le monde rentre, et on ne redemande pas les tickets à ce moment-là. Donc en fait, moi, j'ai une demi-culture. Oui, la moitié des pièces. Une demi-culture de théâtre et une demi-culture de music hall. Je me rends compte maintenant que ça m'a beaucoup formé. Alors les danseuses, mais aussi même le théâtre. Une raison assez simple. Quand on va au théâtre, bon, alors si c'est une pièce, on sait tout sur la pièce, etc. Ok, bon, on y va, et puis on tâche de comprendre. Mais quand on arrive à la moitié d'une pièce et qu'on ne sait pas grand-chose, parce qu'à la limite, on est arrivé là par hasard, pour comprendre ce qui se passe, il y a deux choses. Il y a le texte, il y a la gestuelle sur la scène, mais aussi il y a un autre truc. Il y a le body language, comme on dit, des gens dans la salle. C'est-à-dire que tout à coup, il y a un personnage qui rentre et puis on sent que les gens s'enfoncent dans leur fauteuil. Personnage un peu trouble, qui fait un peu peur. Ou alors les gens bougent la tête, comme ça, il y a des sourires. On sait que c'est un personnage. Le comédien est sympathique. Enfin, le caractère est sympathique. Donc, ça m'a permis de capter assez bien les ambiances entre les gens très rapidement. Très jeune. Sans comprendre le texte. En fait, tu devais t'adapter. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est Darwin dit la même chose. Les espèces qui survivent sont celles qui savent s'adapter. Toi, tu as réussi à t'adapter de cette manière-là. Je disais, en introduction, extravagant, visionnaire, passionné, c'est les termes, souvent les adjectifs qui reviennent quand on parle de toi et quand j'ai parlé de toi à tes proches. Est-ce que tu es d'accord avec ces adjectifs ? Ou si on avait un à prendre ? Extravagant, passionné, visionnaire. Alors, pour rester un peu normal, je dirais le deuxième. Ouais. Passionné, en premier, disons. Extravagant, je peux l'imaginer. Moi, je le vois pas.
Mais l'extravagance d'une personne, c'est les autres qui peuvent voir ça d'une certaine manière. Moi, je trouve pas extravagant. Enfin, personne se trouve extravagant, je pense pas. Si on est extravagant, on se trouve pas extravagant. Si on se trouve toujours normal. La norme de chaque personne, c'est un peu soi-même quand même. Avant de revenir sur ton parcours et ton amour de la mode, je te propose de commencer par une pause amicale. Et tu le sais parce que tu avais la gentillesse de poser une question à un ami à toi, Mika. Mais cette fois-ci, tu vas voir, Mika va te poser aussi une question. On écoute. Salut Christian de Madrid, où je suis en train de tourner en ce moment. Alors, je sais que tu adores les maisons. Tu as cette maladie de la pierre, comme tu le proclames si souvent. Mais c'est pas juste des maisons normales, en fait. Et ça, c'est la particularité par rapport à ta relation avec la pierre, avec les maisons. Quand je t'ai rencontré la première fois, tu me parlais de ta maison en Égypte, qui est entièrement construit avec de la boue. Et ça, c'était bien avant que tu connaissais tes origines aussi égyptiennes. Et tu me parlais de comment il fallait remettre de la boue en continuation pour éviter que la maison, elle tombe. Ensuite, quand on est parti en Syrie, après mon concert à Beyrouth, tu as visité une ruine là-bas à Alep que tu as achetée et que tu as restaurée et que maintenant tu vas recommencer à restaurer, malgré tout ce qui s'est passé. En fait, encore plus pour cette raison. Et maintenant, un jardin, presque plus, un jardin monument historique avec une maison, mais c'est le jardin qui est la maison. Est-ce que tu peux nous m'expliquer ta relation avec ces maisons? Parce que c'est pas des maisons normales, c'est des maisons atypiques. Qu'est-ce qui t'attire? On dit la maladie de la pierre, mais c'est pas la pierre, c'est pas un appartement à New York, c'est pas une maison flash à Ibiza, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est plus poétique. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Aïe, j'ai une passion pour les maisons, c'est vrai. Je plaisante aussi en disant que c'est une amie indienne qui m'a dit qu'un jour qu'on partageait la même maladie, et je lui ai dit, ah bon, quelle maladie? Ça m'a fait un peu peur quand même. Elle m'a dit la maladie de la pierre, Mika fait référence à ça, Stone Disease, et c'est vrai. Et je peux pas tellement résister aux maisons. Et pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que, et j'inclus le Portugal, et je suis pas le seul à penser que le Portugal est un pays méditerranéen, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de côte méditerranéenne au Portugal, mais que ça fait quand même partie de la Méditerranée, du monde méditerranéen. Alors je me rends compte quand même que toutes les maisons que j'ai considérées, elles font partie du monde méditerranéen, ça c'est un premier truc, ou elles font partie de l'univers de la mer. Alors je pense que ça vient de mes origines, puisque moi je suis né à Paris, mais j'ai des origines bretonnes, et j'ai aussi d'autres origines, ça je le sais depuis maintenant une dizaine d'années, qui sont des origines alors méditerranéennes, donc égyptiennes. Mais ça c'est assez nouveau pour moi. Donc je pense que, parce qu'il y a des maisons, j'ai vu des maisons magnifiques, et effectivement j'ai un peu cette maladie de la pierre. Si j'aime un endroit, très vite je vais regarder les maisons. Mais et les maisons et les jardins, parce que tu dis d'ailleurs toi, ouais, quand tu voyages, les jardins et les yaourts, c'est ce qui est assez oui. On va parler des jardins. Là aussi, donc tu as acheté récemment un jardin. Oui. C'est ce dont Mika parle. Oui. Donc ça aussi, ça te rappelle aussi encore plus ta jeunesse. Ça me rappelle, oui. Mais moi, je me rends compte maintenant, c'est horrible, parce que j'ai l'impression de parler comme un grand-père, que je ne suis pas. Hein. Mais j'ai le sentiment que beaucoup de choses, enfin, je crois que c'est pour tout le monde pareil, mais beaucoup de choses sont reliées à l'enfance. Beaucoup de choses sont reliées à l'enfance. Alors l'enfance, ça peut aller jusqu'à, 18 ans, ou 20 ans, ou 13, 14 ans. Mais moi, je me rends compte que les choses, souvent, qui m'intéressent, mais de manière très inconsciente, il y a un moment où je comprends que c'est relié à l'enfance. Mika, merci pour ta question. On revient à ton parcours de vie. Donc, tu parlais de tes origines bretonnes, puisque ta maman est de Lorient, ton papa de Saint-Malo. Tu es né à Paris. Dans les 60, tu as 3 sœurs, mais une vraie différence d'âge, puisque celle qui était au-dessus de toi avait plus de 10 ans de plus que toi. Quelles images te reviennent quand on parle de jeunesse, toi? Une des premières images, ce serait qu'on habite au 6e étage, il n'y a pas d'ascenseur, et que donc je les monte 4 à 4. Et c'est un truc que j'ai gardé.
là, j'ai un nouvel appartement, enfin, que j'ai depuis 10 ans. Et le premier truc, c'est drôle parce que ça m'a fait un espèce de flash. Il est au 5e étage et je l'ai monté 4 à 4 tout de suite. Et tout de suite, je me suis retrouvé exactement dans l'état physique de quand je montais ces 6 étages à pied. Et donc, j'ai gardé cette habitude. Mais le premier truc auquel je pense, c'est monter les escaliers au 6e étage. Et je me rappelle, alors, ma sœur, la plus flemmarde, la dernière, donc Jocelyne, elle me disait, je lui servais d'ascenseur, c'est-à-dire que de monte-charge plutôt. Je devais mettre mes mains sur ses fesses et la pousser. Et donc, ça faisait comme un ascenseur. Ça faisait aucun effort pour elle. Et moi, je prenais toute la charge sur elle, comme ça. Son gros pétard, elle va me tuer, mais enfin, c'était un peu la vérité. Mais donc, c'est l'image de pousser Jocelyne, 6 étages, comme ça, lui faire faire le monte-charge. Mais ça me permettait de regarder d'ailleurs, à l'époque, c'était beaucoup des plateformes en liège. Donc, j'ai des souvenirs de plateformes en liège de ma sœur Jocelyne que je poussais pour monter au 6e étage. Donc là, on est rue de Fécamp, c'est 43 rue de Fécamp, c'est là où... C'est pour ça que j'ai eu aucun problème à te trouver ici, parce que je me suis rappelé, 43, ça m'a tout de suite remis. Ça me rappelait ton enfance. Tu parlais de tes origines, que donc pendant longtemps, tu t'es trouvé un peu différent de tes sœurs, essentiellement pour ceux qui te connaissent, t'ont pas vu, ceux qui te connaissent voient, c'est que t'es pas très blanc de peau, t'as pas des yeux bleus, contrairement à tes 3 sœurs, donc ça t'a certainement étonné, t'as appris que donc ton père... que tu connais à ton papa, n'était pas ton père biologique, et ton père biologique, donc, était d'origine égyptienne. Tu l'as appris il y a plus de 50 ans. Ouais, je l'ai appris il y a 10 ans, pile poil. Et qui est venu te dire ça? Ma sœur aînée. Qu'il avait compris, elle, quand elle avait 15 ans. Ah non, elle l'avait pas du tout compris, elle le savait. Enfin, c'était ce qu'on appelle vaguement un secret de famille, mais toute la famille était au courant. Y compris mon père, donc mon père pas biologique, mon père qui m'a élevé, mon vrai père, quoi. Enfin, mon père pas biologique. Enfin bref, y compris mon père, voilà, mon papa. Donc, et en fait, donc, tout le monde était tout à fait au courant. Moi, j'étais le seul à pas être au courant, et je l'ai appris par ma sœur aînée qui me l'a dit, donc il y a maintenant une dizaine d'années. Et donc, et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Mika, c'est drôle parce qu'il est une des premières personnes que j'ai appelées en disant, imagine que je suis égyptien. Elle m'a dit, ah bon, et ça t'étonne? Je dis, non, pas vraiment. Et sa mère m'a appelé derrière. Elle m'a dit, bienvenue à la famille. Habibi. Bon. Et donc, dans le fond, c'était pas très étonnant. Moi, ça m'a pas tellement étonné, à tel point que le soir même, je restais pas à Paris, j'allais à une fête de quelqu'un qui fêtait aussi ses 50 ans, en fait, même âge que moi. Et en général, j'aime assez sortir. Enfin, si je vais à une fête, je suis pas le premier à rentrer, disons. Mais là, je me suis dit, je vais quand même essayer de me coucher tôt parce que je voulais vraiment dormir. Parce que je savais que j'allais me réveiller différent quand même. J'allais me coucher et me réveiller une différente personne puisque j'étais moitié égyptien. C'était la première fois que j'allais me réveiller égyptien. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me coucher. Alors vers 3h du matin, je me suis un peu forcé à me coucher. Et je me suis dit, je vais rêver. C'est un peu tôt pour toi, 3h du matin. Oui, enfin, pour une fête comme ça d'anniversaire, c'est un peu tôt. Et donc, je me suis dit, allez, je me couche. Et demain matin, ça va être bizarre. Il y aura eu tout cette espèce d'état inconscient, des rêves et tout. Ça va être très intéressant. Je me suis réveillé. Pas un rêve, rien. J'ai dormi comme un bébé. Normalité. J'avais plutôt faim, mais plutôt des croissants. C'est pas que je pensais manger un kebab ou je sais pas quoi. Ça ne m'a rien changé. On revient sur cet appartement familial, souvent des destins. Là, un des destins, c'est que tu te retrouves pas très loin du musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Et là, il y a un panneau. Et donc, c'est comme ça, la même chose. C'est quelque chose que tu remarques quelques années après en disant juste, mais ce panneau a été un déclencheur parce que ce panneau, il dit quoi? Il y a une interdiction. Voilà. Alors, c'est pas rond, il est pas rond. Il est plutôt de format rectangulaire. Et donc, il y a un panneau. Donc, musée des arts océaniens et africains. Donc, je dois avoir, comme ça, 10, 11, 12 ans. Enfin, avant 12 ans, 10, 11 ans, comme ça. Et donc, ma seconde sœur, très souvent, me balance là, donc c'est gratuit pour les enfants du 12e arrondissement, donc elle me balance au musée en se disant comme ça je me débarrasse de mon petit frère. Donc elle a déjà plutôt elle est dans sa, voilà, exactement, elle est vraiment dans sa vingtaine, en pleine vingtaine, donc on se débarrasse des emmerdeurs comme ça un peu plus jeunes, et donc je me retrouve dans ce musée très souvent. Et alors il y a plusieurs étages, mais moi il y a les poissons, donc je vais voir les poissons, toujours les poissons, et effectivement quand on rentre dans le musée, il y a un panneau, et ce panneau représente c'est un dessin, et c'est un soulier de profil
avec un talon très haut, et puis, donc c'est juste une ligne noire, comme ça, une silhouette, mais une silhouette très 50, ça je me rends pas compte à l'époque, mais je comprends que c'est un dessin qui représente un soulier, mais c'est un soulier qui n'existe pas, un soulier de femme, un talon, mais qui n'existe pas. Je me dis, c'est drôle, je comprends que c'est un soulier de femme, alors c'est barré de rouge, donc c'est interdit, mais je comprends pas pourquoi c'est interdit, je comprends pas pourquoi le soulier n'existe pas, je comprends pas pourquoi on a fait ce truc, parce que je comprends que c'est un soulier de femme, mais c'est un dessin très 50, donc moi, on est dans les années 70, j'ai aucune idée à quoi ressemble finalement, et c'est en voyant ce dessin que numéro 1, je commence à dessiner les souliers, et c'est en voyant ce dessin que je comprends le rapport, justement par exemple le rapport à la mode avec le cinéma, c'est en voyant le film de Hitchcock, comment elle s'appelle, tout à coup j'ai un trou, Vertigo, que tout à coup je retrouve le dessin, je me dis c'est incroyable, c'est le dessin. Donc il y a une scène où elle est en tailleur bleu, avec son gros chignon, comme ça de dos, on la voit marcher, et elle a exactement ce dessin qui est le dessin du Musée des Arts océaniens africains. Et donc je fais la relation, je dis, donc en fait, un dessin, pratiquement tout commence par un dessin, et puis après il y a une existence, si on veut, si c'est possible. Et donc je comprends l'importance pour moi du dessin, parce que dans le fond, tout est dessiné. Dans la vie, tout ce qu'on regarde a été dessiné. Commence par être dessiné. Et donc là, tu commences à dessiner suite à ce dessin-là. Je commence à dessiner. Alors, il y a un parallèle, en fait. À ce moment-là, j'ai ce copain que je nommais tout à l'heure, qui s'appelle Tuan. Voilà. Alors, je vais au théâtre, je vais au cinéma, et donc, j'ai ce truc sur les danseuses. Moi, j'adore le musical et je voudrais faire quelque chose pour les danseuses. Mais pour moi, les danseuses, je sais pas quoi faire pour les danseuses, vraiment, mais je voudrais faire quelque chose. Je vois pas les costumes, parce qu'en fait, c'est souvent, les danseuses, c'est comme des oiseaux, comme ça, des oiseaux exotiques, des oiseaux de paradis, c'est beaucoup de plumes. Et donc, pour moi, les plumes, c'est pas un vêtement. Les oiseaux ont des plumes. Donc, je vois pas un vêtement, je vois un apparat normal. L'apparat des oiseaux, c'est justement ces plumes. Donc, je me dis pas qu'elles ont un costume. Elles ont juste un truc qui n'est pas de l'apparat normal des animaux, enfin des oiseaux de paradis, ce sont les souliers. Donc je me dis, je vais dessiner le truc qui est fait par l'homme, enfin par l'homme ou par la femme, qui est fait par l'humain. Chez les oiseaux, il n'y a pas, mais il y a les souliers. Donc je dessine parallèlement en voyant ces danseuses, je décide de dessiner en pensant aux danseuses. Donc, je fais des dessins de souliers pour les danseuses. Et d'ailleurs, mon premier job, ça a été, la première fois où je vais quelque part, c'est aux Folies Bergères, en montrant mes dessins, parce que c'est vraiment la racine de mon travail, c'est d'habiller les danseuses. École, c'est pas forcément là où tu t'amuses le plus. Peut-être que tu t'amuses d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas forcément... Tu es plutôt un élève correct. Jusqu'à un certain moment, on te retrouve au lycée Paul Valéry. Alors moi, je suis très bon à l'école. Je suis très, très, très bon à l'école. Je fais aucun effort. C'est drôle parce que moi, j'ai une de mes filles, je vois ça. Elle fait aucun effort. C'est la honte. Elle fait aucun effort, mais elle retient tout et tout. Grosse mémoire, etc. Donc, je fais aucun effort et je suis toujours premier de la classe, etc. Bon, ça, c'est quand je suis gosse, genre 8, 9, 10 ans. Et puis, à 10 ans, donc je suis encore à la petite école, là. Il y a un cahier. Donc, c'est dans le 12e, et j'ai mon cahier, et puis on a des étiquettes. Alors, sur l'étiquette, on a son nom. Et moi, je mets mon nom et mon prénom, donc je mets... Et puis, je mets premier de la classe, parce que je suis toujours premier de la classe. Alors, je mets Christian Louboutin, premier de la classe. Et là-dessus, la prof, la maîtresse, ouais. La maîtresse, donc remet les cahiers, parce que c'était le cahier qu'on remettait, je sais pas comment vous allez le voir, et elle remet, et puis elle dit... Monsieur Louboutin, je dis oui, comme ça je lève le doigt. Elle me dit, c'est quoi votre nom? Je dis, Christian Louboutin. Elle me dit, c'est quoi cette étiquette, etc. Elle me dit, mais c'est quoi ce nom? Vous vous appelez premier de la classe? Je dis non. Elle me dit, pourquoi vous marquez ça? Je dis, parce que je suis toujours premier de la classe. Elle me dit, mais ça veut dire quoi? Enfin, je me fais engueuler. Et là, c'est la première fois qu'en tant qu'enfant, j'ai une réaction un peu adulte, j'imagine, ou contre, enfin, une réaction mature. Je lui dis, écoutez, on demande d'être bon. Moi, je suis bon, donc je suis très content d'être bon. Mais si c'est pas bien d'être bon et qu'on se fait engueuler parce qu'on est bon, très bien. Moi, j'arrête, ça me pose aucun problème. Et je me dis, ok, si c'est vraiment casse-pied d'être fier, d'être bon,
eh ben c'est fini, moi je serai plus bon. Donc j'arrête, à partir de ce moment-là, j'arrête de travailler, c'est terminé. Et je fais des efforts, c'est plus compliqué pour moi, mais je fais des efforts pour être nul. Et je décide d'être mauvais à l'école. Je dis, bon, puisque de toute manière on se fait engueuler puisqu'on est bon, moi j'ai pas envie de me faire engueuler pour ça. Je suis plus intéressé par l'école, alors j'ai une forme de distance avec l'école, je regarde... J'écoute, ça m'amuse de voir les gens, mais je sens que j'ai une distance. Enfin, je me suis rendu compte par la suite qu'après, j'ai vécu l'école avec une distance. Alors, je me fais engueuler par les profs, vous êtes mauvais, vous êtes totalement inutile. Vous avez rien fait. Et ça ne me fait rien. D'accord. Mais ça ne me fait vraiment rien. Je ne suis pas traumatisé, on m'engueule, je m'en fous. Mais à nouveau, j'ai la chance d'avoir des parents. J'ai une mère très exceptionnelle, donc elle s'en fout un peu. J'ai un père qui, en fait, s'en fout un peu aussi. Je me fais virer du lycée, je m'en fous. Je n'ai plus aucun intérêt, mais je sais que jusqu'à 16 ans, il faut être à l'école. Donc voilà, je le vis paisiblement. Je me dis... T'attends 16 ans et un jour. Et je suis sauvé par un truc. Et oui, et d'ailleurs, à 16 ans, bon, je quitte l'école, mais enfin, j'ai déjà été viré de 2 lycées. Et il y avait un lycée, mais j'ai fait très peu de temps. Et puis j'ai fait, comment ça s'appelle, Paul Valéry. Paul Valéry, je suis viré à nouveau. Et puis... je fais une école, alors je dessine déjà les souliers, donc ma mère me dit, écoute, il faut faire une chose qui a à voir avec le dessin, etc., les souliers, gna gna gna. Et donc, en fait, je me retrouve dans une école de couture, mais alors là, c'est tout à fait un miscasting, parce que je n'ai pas du tout envie de faire de la couture, mais voilà, je me retrouve dans une école de couture, mais elle est juste à côté de la maison, elle est à côté du musée des arts océaniens africains, et donc là, je suis dans une école technique pendant 1 an et demi, et à nouveau, je trouve ça plutôt rigolo. Je trouve ça d'ailleurs plus intéressant parce que le lycée Paul Valéry est un lycée très politisé. Moi, je suis pas très politisé. Ça m'ennuie, je comprends rien, etc. Ça m'intéresse pas. Et le lycée technique, c'est en fait un lycée beaucoup plus humain. Alors, il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de filles que de garçons parce que c'est cuisine, coiffure et couture. Donc, il y a beaucoup plus de filles quand même. Mais je trouve qu'il y a plus de solidarité entre les gens. Je trouve que je m'y sens mieux. Mais quand tu même. te projettes quand même à ce moment-là. C'est quoi le rêve de Christian Louboutin à 16-17 ans, quand tu te fais virer de 2 lycées, que tu te retrouves dans cette école technique? T'en as un rêve où tu vis ta vie, ça avance, tu te poses pas tellement de questions? Je me pose pas de questions. Moi, à partir de 13-14 ans, je commence à beaucoup sortir dehors, donc je m'amuse, j'ai des copains, des copines, tout va bien. Après ton école technique, tu t'es arrêté. Hein. Oui. Tu parles très jeune, hein, et je pense que les parents qui nous écoutent se disent, mais à 13-14 ans, c'est vrai que tu passais beaucoup de temps dans le monde de la nuit, et puis ça a duré des années, des endroits qui n'existent pas forcément, plus malheureusement forcément. Évidemment, on va parler du Palace, mais c'est la Main Bleue à Montreuil, le 7, l'iconique Palace. Et là, tu côtoies des gens qui ont été des icônes dans leur industrie. C'est Helmut Berger, c'est Thierry Ardisson, c'est Farida Khelfa, que tu connaissais aussi très bien, Vincent Darré, Ariel Dombal, la famille Putman aussi, que tu connaissais évidemment bien également. Qu'est-ce que tu recherches à ce moment-là, quand tu as 16, 17, 18 ans, dans ces nuits parisiennes? Quand on a 14, 15, 16 ans, on sort pour danser, quoi. Alors, moi, je me rends compte que, par exemple, il y avait des gens qui sortaient avec l'idée de baiser, de trouver quelqu'un pour baiser. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Alors, c'est pas... Jamais. Non, c'est pas que je n'ai pas une vie sexuelle, tout à fait une vie sexuelle très tôt, hein, mais je sors pas... C'était pas pour ça que tu sortais. En essayant de choper quelqu'un, du tout. Ou en essayant de se faire choper. Je pense pas du tout à ça, je pense vraiment qu'à danser. D'ailleurs, je me retrouve dans des situations avec des gens qui veulent me ramener, mais moi, je veux... c'est pas fini, il est 6 heures du matin, moi, je continue à danser. Je veux dire, bon, après, il se passe ce qui peut se passer, mais j'ai pas du tout envie... Je sors pas pour draguer. Moi, j'ai qu'une envie, c'est... Les endroits sont importants, c'est les endroits de musique, pour moi. C'est vraiment la musique. La musique, c'est vraiment la chose que j'ai envie... J'ai pas d'échappatoire, je suis pas quelqu'un qui... Moi, je suis très bien dans ma famille. Je me sens jamais coupable. Les seuls moments où je me sens un tout petit peu coupable, je me dis, mais j'ai pas vraiment vécu l'âge bête. J'ai jamais détesté mes parents. Je leur en ai jamais voulu de quoi que ce soit. Est-ce que c'est vraiment normal? Je vois tous les gens autour de moi ont des problèmes avec leur famille. Moi, j'ai pas de problème. Je me dis, zut, quand même, je suis pas vraiment normal. Je devrais quand même détester mon père, détester ma mère, ne serait-ce que 5 minutes quand même. Mais j'ai pas ce sentiment-là. Alors, je sors pas du tout pour m'échapper de ma famille, mais je sors parce que c'est normal de sortir, quoi, surtout, non? Oui, mais à 13-14 ans, peut-être un peu moins que... Non, que je pense que 20, c'est... hein. Oui, je pense que c'est une question de génération. Je pense que je suis peut-être
précurseur d'une génération où les gens sortent plus tôt. Parce que je vois maintenant, moi j'ai des filles qui ont 9 ans, limite elles sont prêtes à sortir quand même. Les gens dansent. Tu les laisserais sortir toi à 13 ans? 13 ans, oui, bien sûr. Enfin, oui, pourquoi pas. Pourquoi faire différemment de ce que ta maman a fait? Mais je pense qu'avoir grande confiance en ses enfants, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est une chose importante. L'insécurité, elle vient aussi du fait que quand on a des parents qui vous écrabouillent, qui n'ont pas confiance en vous et tout, il y a un moment, c'est pesant et puis ça reste. Je veux dire, donc vraiment l'éducation, ça reste ce qu'on a vécu dans sa famille. Donc moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir des parents qui n'ont pas nécessairement cru en moi, mais qui ont en tout cas eu confiance. Et ça, c'est le plus important. Tu vas prendre le bottin, parce qu'à l'époque, il y avait un bottin, hein, c'est une expression, mais en fait, on appelle le bottin, et puis tu commences à appeler les maisons de couture. Laquelle te faisait le plus rêver à ce moment-là? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc je fais à 17 ans, qu'est-ce qui se passe à 17 ans? Donc, je fais les Folies Bergères, et puis, à nouveau un jour, alors je fais partie des meubles, tout à coup. Alors j'ai 17 ans, je suis ce gamin, alors elles me trouvent très mignon, donc je suis là à regarder ce qui se passe. Puis un jour, elles en ont un peu marre parce que je suis là tout le temps, donc je fais un peu partie des meubles. Et il y en a une qui me dit « Bon, arrête d'être là tout le temps dans mes pattes !» Et alors je le prends très mal, je me dis « Bon, ok, j'ai compris, je suis tout le temps dans les pattes de ces filles, elles s'en foutent, je m'en vais. » Puis elles vont me rappeler, elles vont beaucoup me regretter. Alors, je me rends pas compte, moi j'ai jamais travaillé. Donc, j'attends vraiment chez moi que ma mère me dise, tiens, il y a Isabelle qui a appelé. Personne ne m'appelle jamais. J'ai compris plus tard que on travaille, il y a des choses qui se passent, et puis il y a des gens qui sont dans une trajectoire, et puis après ils partent, ils vivent leur propre vie, on ne peut pas leur en vouloir, mais peut-être qu'on pense à eux, mais on ne va pas forcément les rappeler. Bon, donc moi c'est ce qui se passe. Donc à 18 ans, je me dis, bon, de toute manière, faut que je travaille quand même, c'est important et tout. Et donc, je me dis, les souliers appartiennent à l'univers de la mode. Je comprends qu'on n'est pas à Broadway, à Paris. Dessiner des souliers pour des spectacles, ça ne va pas se passer. Voilà. J'ai fait une expérience formidable en étant aux Folies Bergères, en voyant les filles performer, descendre l'escalier, bien descendre l'escalier, comme disait Miss Tinguette. Bon, mais c'est pas là que je vais pouvoir m'exprimer dans mon travail. Donc je me dis, c'est dans les maisons de mode, les maisons de couture, donc je prends le bottin, effectivement, et je commence. Voilà. C'est comme ça que ça commence l'histoire avec le bottin. Mais j'ai pas de maison qui me fait rêver. Des maisons qui me font rêver, c'est pas des maisons, c'est plutôt des maisons de prêt-à-porter à l'époque. Ça aurait été Mugler, ça aurait été Thierry Mugler. J'avais un truc pour Mugler quand j'avais 15-16 ans, je trouvais. D'ailleurs, il était quelqu'un d'incroyable, il était quelqu'un de génial. Mais je regarde vraiment des maisons plus établies, parce que Mugler, j'ai pas idée qu'il y a quelqu'un d'autre que lui qui dessinerait. Alors que les maisons plus établies, je me dis, c'est des groupes, et puis il y a des gens qui dessinent à droite, à gauche, etc. Donc, là, on va te retrouver faire un stage. Oui. Là, on se trouve dans cette belle ville de Romans-sur-Isère. Ouais. Donc là, c'est grâce à quelqu'un qui s'appelle Hélène de Mortemin, qui travaillait chez Dior. Voilà, et qui là arrive à t'aider à trouver un stage chez Charles Jourdan, donc, qui est l'histoire de la chaussure. Donc là, tu te retrouves là-bas. Le Parisien qui se retrouve en Isère, c'est sympathique. Alors oui, ça se passe pas très bien ton stage. Oui, ça se passe pas très bien, mais c'est pas l'endroit qui va pas bien. C'est en fait les gens, ils t'acceptent assez mal. Alors moi, je suis vraiment quand j'arrive à Romans chez Jourdan, j'ai 18 ans, je suis parisien, j'ai des plumes sur la tête, des plumes aux oreilles, je me maquille pas, mais bon, j'ai les grosses boucles que je travaille, etc. Je pense à comment je m'habille tous les jours, je me change du matin, enfin pas du matin jusqu'au soir, mais le matin, j'arrive avec une tenue, je vais déjeuner, je me change et tout. Enfin, vraiment, le parisien excité de la mode. Alors évidemment, j'arrive je dirais en pleine campagne. Enfin, pour moi, pour le Parisien de 18 ans, c'est vraiment la race campagne, avec des gens qui sont pas du tout dans ce truc. Et dès le premier jour, un des directeurs donc, du studio de Charles Jourdan me dit, vous savez, ici, on n'en a rien à foutre des Parisiens. Alors je me dis, oula, ça commence mal, ça va pas être facile. Mais je me dis, bon... T'as changé pour autant après ? Qu'est-ce qui a changé ? Toi, t'as changé après qu'il t'ait dit ça ?
Tu t'es dit, je vais pas me changer 3 fois par jour, je vais faire un peu attention ou pas vraiment? Bon, non, parce que c'était le premier jour, hein, donc non, je vais pas changer mes habitudes pour ça. Et puis surtout, non, j'ai pas pensé à ça. Mais je me suis dit, oula, ça va être difficile. Je me rends compte et puis je me rends compte effectivement que je suis parachuté. Donc en fait, je montre mon dossier avant d'arriver chez Jourdan. Je montre mon dossier, donc je prends les pages jaunes. Et puis les premiers qui me répondent, c'est la maison Christian Dior. À nouveau, c'est rigolo parce que je pense que c'est très différent maintenant. Si on appelle chez Christian Dior et qu'on demande la directrice, je suis pas sûr qu'on ait la directrice de la maison Dior directement. Enfin, moi, je prends mon téléphone, page jaune, Christian Dior, il y a une maison de couture. Je dis, je voudrais parler à la directrice. On me dit le directeur. Le directeur de quoi? Je dis, de la couture. Et on me passe une dame que je ne connais pas, charmante, qui me donne un rendez-vous, qui s'appelle Hélène de Mortemart, donc qui a vraiment été ma première fée, je dirais. Et voilà. Et donc, elle regarde mes dessins, elle dit « Ah, mais c'est tellement mignon !» Et ça me fait vraiment penser à ce que j'ai vu chez Jourdan, où il y a une collection d'un monsieur qui est mort depuis très longtemps, qui s'appelle Perugia. Donc, elle me dit « Ça vous intéresserait de faire un stage là-bas ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Je m'en occupe ». Et c'est comme ça que j'atterris chez Jourdan. En fait, parachuté par la maison Dior, mais parachuté pas par n'importe qui, par la comtesse de Mortemart. Alors, Hélène de Mortemart est une femme formidable et vraiment gentille, mais elle est cette comtesse parisienne. Alors, chaque personne qu'elle a rencontrée chez Jourdan a sa photo avec elle, un peu encadrée, etc. Donc, je comprends l'importance d'Hélène de Mortemart. Donc, je comprends que j'ai intérêt à rester très proche d'Hélène de Mortemart, en tout cas pour eux. Donc, de temps en temps, je prends le téléphone. Donc, il n'y a pas de portable à l'époque. Je téléphone. Mais je m'assure qu'ils sont bien en train d'écouter. Tout le monde puisse entendre. Et je dis « Bonjour Hélène, bonjour, vous allez bien ?» « Oui, ils sont très très gentils avec moi ici. Ah oui, je suis très content Hélène. » Bon, il n'y a personne au bout du fil. Hein. Ça fait bip, 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 bip. Mais je fais toute une conversation pas trop longue parce que je me dis « Il faut quand même faire attention que quelqu'un ne me chope pas. » Et puis oui, bientôt Hélène, merci. Hein. Et puis merci encore, merci. Bon, et puis poum, je raccroche. Et donc je me sens protégé par le fantôme d'Hélène de Mortemart téléphonique. Et je tiens un an. Ça se passe un peu difficilement. Ça se passe un peu difficilement avec les gens du bureau de design, je sais pas quoi, de studio de création. Mais ça se passe très très bien pour le coup, avec les modélistes, avec les ouvriers. Donc moi, je suis dans l'usine et j'apprends tous les corps de métier. Tu travailles après en freelance. Je le disais, des grands noms, Hervé Léger, Chanel, Maud Frison. Et puis tu intègres l'équipe de Roger Vivier. Dans mon livre, je parle beaucoup des rencontres. En disant, il y a des moments dans nos vies. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer, quelqu'un qui va trouver une porte, un moment que tu vas certainement être différent après. Toi, ces rencontres, est-ce que Roger Vivier fait partie de ces personnes centrales dans ta trajectoire de vie? Non, moi, Vivier, c'est très important parce que donc, je commence à dessiner des souliers, j'ai 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et je crois que c'est vers 15 ans, ça doit être à 15 ans, maximum 16, où quelqu'un m'offre, donc je suis un peu, on m'appelle Guy de Graine, on se moque un peu de moi, etc. Parce que je dessine à l'école, je dessine plein de souliers sur les tables. Et donc, déjà, je me fais engueuler parce qu'on dessine pas sur les tables, faut dessiner sur un papier et tout. Et donc, il y a cette publicité de Guy de Graine d'un jeune garçon qui dessine et il se fait engueuler à l'école. Ouais. Bon, donc, on m'appelle Guy de Graine parce que je me fais engueuler à l'école parce que je dessine des souliers sur les tables. Des écoles successives. Alors, à ce moment-là, je deviens comme l'enfant, un espèce de dingo qui dessine des souliers pour beaucoup de gens dans mes écoles. Donc finalement, on me donne des photos, on me découpe des trucs de magazines où il y a des souliers. Donc je deviens pratiquement, je me retrouve à la tête d'une collection de souliers. Et à la base, ça m'intéressait, mais je ne sais pas si ça m'intéressait tout autant que ça. Moi, il y a vraiment la musique m'intéresse, la danse m'intéresse, mais le soulier arrive et puis tout à coup, je suis envahi par toutes ces images de souliers et donc voilà, bon. Mais moi, je dessine, mais c'est presque un espèce de tic nerveux. Je dessine, mais je pense pas que c'est un travail, vraiment. Je pense pas vraiment que c'est un travail. Mais j'ai besoin de le faire, mais j'ai besoin de le faire pour approcher les danseuses, pour peut-être travailler pour les danseuses. Mais je me dis pas, je vais avoir une marque qui va porter mon nom. Ça me traverse même pas l'esprit. Jusqu'au jour où quelqu'un m'offre un livre. Alors, la couverture est mat, or mat. Il y a rien d'écrit. Il y a un tout petit nom sur le bord à droite, en bas à droite. C'est marqué Roger Vivier. Et là, je l'ouvre et je voit l'univers de quelqu'un qui a passé sa vie à dessiner les plus beaux souliers du monde. Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est un vrai boulot. Et là, tu as la chance de le rencontrer. Oui. Alors, à partir de ce moment-là,
Donc, je vois la photo, il y a une photo noir et blanc d'un monsieur que je trouve très, très vieux. Déjà, quand même, il doit avoir... il doit avoir 60 ans. Moi, j'en ai 15. Je le trouve comme ça assez bon. Et très belle tête, photo de profil. Et voilà, et je me dis, waouh, c'est un vrai métier. Ça pourrait être un métier. Et à ce moment-là, je me dis, alors voilà, parce que j'ai le sentiment, pas d'usurper, mais j'ai le sentiment quand même, quand je suis plus petit, on me fout la paix. C'est-à-dire que quand on est enfant, il y a un truc qui est très difficile à l'école, c'est que très souvent, les gens vous demandent, les adultes vous demandent, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand, etc. Et alors, moi j'avais cette amie, elle disait, mais moi je sais pas. Et ça l'a traumatisée, ça l'a beaucoup traumatisée. Je lui dis, je sais pas, vétérinaire. Elle me dit, mais non, le vétérinaire, puis quoi encore? Je dis, t'as qu'à dire, je sais pas moi, prof. Non, prof. Enfin, elle voyait pas, et elle voulait pas mentir. Je lui dis, mais dis n'importe quoi, tu t'en fous, tu vas changer de toute manière. Elle dit non, et elle voulait pas. Par éducation, j'imagine, elle voulait pas, on dit pas n'importe quoi, donc elle veut pas mentir. Et moi, j'ai cette chance, je sais que je veux dessiner des souliers. Alors je dis ça, on me regarde, on se dit, bon, bof, mais on me fout la paix. J'ai pas cette pression des adultes qui forcent les enfants à se traumatiser ou se triturer la tête pour trouver un truc à dire. J'ai pas ça. Donc en fait, je suis un usurpateur parce que je dis ça, mais je crois pas que je vais faire ça comme métier, parce que c'est même pas vraiment un métier. Et je vois bien dans le regard des adultes que ça ressemble pas à un vrai métier. C'est donc grâce à Roger Vivier que je comprends que c'est un vrai et possiblement un très beau métier. Donc je le rencontre. Ensuite, je le rencontre au Palace. Et donc moi, cette espèce d'obsession, j'ai quelques obsessions. Il y en a une, c'est Roger Vivier, à l'époque. Il y en a une autre, c'est Prince, donc le musicien, que je rencontre aussi au Palace. Et voilà, donc Palace, bon vieux Vivier, comme ça, pour les gens de la fin des années 70 et du début des années 80. Et donc tu rencontres là-bas. Donc je rencontre Roger. Il a plus de 70 ans. Alors il a plus de 70 ans. Et il est au Palace. Et il est au Palace. J'adore. Il est au Palace avec... comment il s'appelait? J'ai un trou, là. Bref. Avec Gérard et... Voilà, il est au Palace et on me le présente. J'ai cet ami qui me le présente, qui travaille au Palace et qui me dit, voilà, c'est Roger Vivier. Alors je lui parle, mais je suis un peu comme ça. Après 2 gin tonic, je suis un peu comme ça, excité. Mais il est très gentil. Et puis il dit, mais vous savez, alors peut-être on va se voir. Je dis, ouais, super, etc. Bon. Mais il y a quelqu'un qui a vaguement son numéro, donc je me dis, voilà. Bon. Et puis, et voilà, c'est comme ça que je le rencontre. Mais bon, là, à nouveau, il est plutôt 2h du matin, je suis en train de danser, je vais pas non plus en faire un fromage étalé, quoi. Donc, je suis content, mais voilà, j'ai rencontré Roger Vivier, je suis super content, mais voilà. Et là-dessus, quelques années après, assez rapidement après, 2 ans peut-être après, 2-3 ans après, il fait une exposition. Il fait une rétrospective de son travail au Musée des Arts de la Mode, enfin, au Musée des Arts Décoratifs, donc là, au Louvre. Et donc, on me demande à l'assister. Il cherche un assistant, et puis donc il se rappelle de moi, et donc je me retrouve assistant de Roger. Et donc là, c'est un espèce de rêve, parce que je connais son travail par cœur. Puis je vois les souliers en vrai, arrivant du Métropolitan, arrivant de collections privées, et c'est moi qui note tous les trucs. Donc je suis très, très, très content. Et je vois toutes ces merveilles qui sortent d'endroits improbables. Pourquoi tu restes pas avec lui? Parce qu'il travaille plus à l'époque. Il travaille plus. Et donc, moi, tant qu'il travaille... donc, le travail que j'ai fait pour Roger, c'est assistant, mais assistant vraiment au niveau muséologie. Je prépare les fiches, mais je suis aussi interprète. Il parle assez mal l'anglais, donc moi, je fais l'interprète, mais je l'emmène au restaurant, il me raconte toute sa vie. Alors, lui, c'est avant et après. Alors, avant, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, et après, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Moi, quand je dis avant, c'est 91, c'est quand je commence, mais lui, c'était avant. Quand tu quittes cette relation donc, d'assistant avec Roger, là, tu mets un peu une direction, tu prends une direction différente dans ta carrière, parce que là, tu vas tenter de développer une autre passion que tu as, ou qui se crée aussi peut-être à ce moment-là, qui est paysagiste. Oui. Là, c'est une rencontre, c'est un moment, quelque chose que tu avais déjà en toi, justement, cette vision. Qu'est-ce qui se passe pour que tu décides de prendre un pas de côté? Alors, ce qui se passe, c'est qu'après avoir travaillé pour Roger, donc à ce point-là, j'ai travaillé pour beaucoup de gens, j'ai travaillé pour des maisons de souliers, justement, on parlait de Maus Frison, mais je sais plus, Lario, des choses en Italie, Armani en Italie, mais j'ai travaillé pour Chanel, j'ai travaillé pour Saint Laurent, j'ai fait
pas mal de trucs, pour pas mal de gens, mais j'ai travaillé pour Vivier, enfin j'ai approché finalement le Graal au niveau de mon travail, c'est-à-dire Roger Vivier. Donc je veux plus travailler pour des gens, je me dis, je vais plus jamais avoir l'enthousiasme, l'excitation, je peux pas rencontrer une excitation comme j'ai eu avec Roger. Donc je me dis, dans le fond, bah voilà, c'est une chose d'enfance. Les souliers, c'était vraiment un désir d'enfance. Est-ce qu'on est obligé toute sa vie de rester fidèle à son enfance ou au désir de son enfance? Alors je me dis, ben oui, mais non. On peut décider et on trahit que soi-même, mais trahir son enfance, est-ce que ça a une importance? Je crois que oui, mais le mot est trop lourd. On trahit pas, on change. Mais quand on est très très jeune, on pense que changer, c'est se trahir. Moi, je pense maintenant que oui, un tout petit peu. De temps en temps, on change en se trahissant, mais de temps en temps, se changer, c'est évoluer, donc c'est pas se trahir. Donc je me dis, bon, ben voilà, c'était vraiment un truc de mon enfance. Je l'ai fait jusqu'à ce que je pouvais imaginer de plus extraordinaire, c'était de rencontrer Vivier. Donc maintenant, je vais pas travailler pour quelqu'un d'autre, donc je fais autre chose. Je pense pas du tout à faire mon propre truc. Et cette autre chose Autre chose, c'est de faire du paysagisme, parce que j'ai une passion pour les jardins. Alors ça vient de la rencontre avec quelqu'un qui va devenir mon associé, Bruno Chambellan, qui est toujours mon associé. Et donc, on fait beaucoup de visites de jardins, etc. Il a un très, très beau jardin qu'on fait ensemble, en Vendée. Enfin, je passe beaucoup de temps en Vendée, jardin. Et puis, moi, je visite beaucoup de jardins. J'ai visité beaucoup de jardins et j'ai une passion pour les jardins. Donc, quand je vais visiter les endroits, enfin, quand je vais dans un nouvel endroit, je repère vraiment le premier truc, c'est les jardins. Ceci étant, là, tu vas pas continuer dans cette route-là, dans cette voie-là. On va se retrouver dans ces années, fin des années 80, début des années 90, où là, finalement, tu vas décider avec Bruno, dont tu parlais, et Henri Sédou, de créer ta marque, votre marque, parce que c'est une association à trois. 91, la grande aventure de ta marque commence. Donc, tu parlais de Bruno Chambellan, Henri Sédou. L'association est évidente entre vous trois au départ, trois personnes qui se connaissent, qui s'apprécient. Tu te serais vu parti tout seul ou c'était impossible pour une question de financement, des questions de... Non, je pouvais pas le faire. C'est vraiment l'idée de Bruno. À l'époque, je vis avec Bruno. Et puis, Henri est mon meilleur copain. Donc, je vis avec Bruno et je sors avec Henri, disons. Et donc, un jour, à nouveau, c'est par hasard, il y a un galerie Vérododa. Donc, il y a un formidable galeriste, qui est quelqu'un qui a un goût incroyable et qui continue à être vraiment l'âme de la galerie, qui s'appelle Éric Philippe. Et Éric Philippe a des objets extraordinaires. Alors, je vais toujours voir les objets chez Éric Philippe. Et puis, donc, il fait ses catalogues impeccables. Les collections d'Éric Philippe, c'est comme ça, c'est de religion. Bon. Et toujours des objets uniques et tout. Bon. Et là, je vois un objet qui me plaît énormément. Donc, je me dis, je vais l'acheter. Je casse la tirelire et tout. Parce que, donc, je dessine des souliers. Donc, je vends mes dessins. Je travaille pour personne. Je suis en freelance. Ça me permet de voyager et de travailler. Et donc là, je me dis, bon, je casse la totale tirelire et j'achète ce truc. Et donc, c'est un bras. C'est un bras en métal qui tient un point, qui tient une lampe. En fait, c'est une lampe. En gros, c'est une lampe. Et je vais chez Eric, et puis, bon, ben voilà, non, il me la vend pas. Et ça tourne autour, mais il me la vend pas, il veut pas me la vendre et tout. Et je retourne, je me dis, il va craquer, je vais finir par pouvoir acheter cette foutue lampe. Et puis, non. Et un jour, il me dit, non, mais en fait, elle est vendue. Mais il me dit, et toi, comment ça se passe? Je lui dis, moi, j'ai arrêté les souliers. Mais le paysagisme, il faut être patient. Il faut être patient. Et moi, à ce point-là, j'ai 25, 26 ans. Je dis, je suis pas assez patient. Je pense que peut-être un jour dans ma vie, la patience arrivera, mais c'est pas vraiment la qualité quand on a 20 ans. Être patient, c'est pas évident. Et je dis, moi, voir des trucs de 20 cm pousser et prendre 40 cm dans l'année, c'est pas assez. Je suis pas assez patient, j'ai envie de tirer dessus et les faire pousser plus. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas ta marque? Regarde, pourquoi tu prends pas un endroit? Et il me montre, mais enfin, il veut surtout se débarrasser de moi. Il me dit, là, au bout de la rue, là, il y a une galerie de photos. Ils vendent, pourquoi tu fais pas ça? Prends l'endroit. Alors je dis, ah bah oui, tiens, ouais. Je réfléchis pas à ça, j'ai pas réfléchi avant. Et donc voilà, ça se passe comme ça. Je dîne avec Bruno et Henri, puis je dis, voilà, et c'est Bruno qui dit, mais Henri est là. Bruno dit, alors voilà, oui, prenons l'endroit, on fait ça ensemble, tous les trois. Et puis voilà.
Ça, c'est le Mais moi, j'ai pas l'idée de le faire tout seul parce que c'est quand même un investissement. J'ai aucune idée de comment ça se passe un investissement. J'ai pas d'idée de business, de finance, de machin, d'école de commerce. C'est là où là, c'est bien que tu aies ce trinôme. Exactement. Parce que là, vous avez de capacité à chacun à apporter quelque chose. Mm-hmm. Quand tu ouvres cette première boutique rue Jean-Jacques Rousseau, il y a un sentiment particulier qui... c'est un stress, c'est une peur que ça fonctionne pas, c'est une grande fierté. Pas du tout. Tu stresses pas, toi. C'est une aventure qui commence. C'est génial. Je m'y attendais pas. Tout à coup, poum, je me retrouve dans une aventure. Alors, ça ouvre en octobre. Je peins des cubes sur lesquels je mets les souliers. Alors d'abord, il faut trouver une usine et tout. Bon, tout ça, je le trouve. Et je commence l'aventure. Donc, il y a que de l'excitation. Et j'ai surtout la chance d'avoir... Alors ça, je m'en rends compte encore maintenant, quelqu'un qui est toujours mon associé, qui est Bruno, qui lui va prendre les trucs pas intéressants, les trucs casse-pieds, je sais pas quoi, les banques, les trucs, tout ça, la chambre de commerce, les enregistrements, les bidules, lui il travaille là-dessus, et moi il me laisse être complètement libre de faire ce que je dois faire au mieux, c'est de créer. Et Henri aide aussi. Donc là, et donc ça a duré longtemps. Tu disais que Bruno est encore là. Henri est sorti il y a quelques années de ça. Mais ces premières années, c'est toujours intéressant. C'est un peu comme on disait tout à l'heure qu'à 14 ans, tu sortais beaucoup. Les années 70 sont différentes des années d'aujourd'hui. Là, les gens voient la marque Christian Louboutin aujourd'hui, qui est une marque mondiale avec plus de 160 boutiques dans le monde, un succès. Les années 90 sont des années compliquées. Vous vivotez. C'est comme ça d'ailleurs que tu dis souvent. C'est compliqué. Ça s'est pas créé en un jour, ça prend des années et des années dans le développement. Est-ce que toi, tu te poses ces questions-là dans les années 90, tu dis, waouh, est-ce que vous dites, c'est vraiment difficile, dur, est-ce que des moments où tu dis, tiens, peut-être que ce serait pas mal que remettre mon talent au service d'une grande marque, tu te poses cette question ou tu dis, on va y arriver? Moi, je me pose pas du tout la question si ça va être compliqué. Ça me paraît la chose à faire. Et puis, moi, tout à coup, je suis prêt. J'y ai jamais pensé, mais je suis prêt. Et quand on est prêt, c'est le moment de le faire. Alors, je me souviens très bien, parce que c'est 91. On me dit, alors des gens que je peux connaître me disent, mais c'est le pire moment, c'est la fin de la guerre de je sais pas quoi, du Koweït, je sais pas quoi. Irak, bien sûr. Irak. Donc, on me dit, mais c'est le pire moment. Je dis, ok, c'est le pire moment, mais comment on sait quand ça va mieux? On me dit, quand ça va mieux, on le voit. Je dis, on le voit sur quoi? On dit, on le voit sur les entreprises qui vont mieux. Je dis, donc il faut être là. Donc oui, c'est le pire moment, mais c'est bien de commencer au pire moment, parce que quand ça va mieux, on sera déjà là. Donc ça me paraît assez logique, moi, de commencer à un moment... c'est jamais le bon moment, de toute manière. Attends, mais tu commences à un moment difficile, mais... ça prend pas aussi vite que ce que vous auriez pu espérer, si vous espérez quelque chose. Donc ça là aussi, tu t'étais pas... Non, moi je me pose pas la question, j'ai pas de master plan. Je me dis pas, voilà, on a un magasin, et puis on va faire 2 magasins, et dans 5 ans, on aura 5 magasins ou 20 magasins. Tu te projetais pas du tout. Je me projette pas du tout. Je me projette pas du tout, et je pense que c'est une chose importante, parce que quand on se projette pas, comme on dit, the sky is the limit. Si je m'étais projeté, j'aurais jamais imaginé, en fait, ce qui m'est arrivé, dans le fond. Et j'aurais eu peut-être peur. Et ça, j'ai un souvenir, une fois, en Amérique, je reçois un prix, alors le designer, je sais pas quoi, et puis il y a le Young Design. Alors, donc, il y a le prix, le Designer of the Year, je sais pas quoi, et puis il y a aussi le Emerging Talent. Et donc, le Emerging Talent, c'est un type, et donc, il y a un papier, comme ça, qui fait le profil des gens. Et le type commence, ça fait 2 ans qu'il a commencé sa compagnie, et il y a tout un truc sur lui. Alors, dans 10 ans, il va faire un parfum, dans 15 ans. Et je me dis, mais comment on peut, quand on commence sa propre aventure, décider d'où on sera dans 10 ans? Moi, je me dis, mais c'est dingue de se donner ces barrières-là, mais aussi ce stress, parce que quand on commence, il faut apprécier et puis voir que les choses vont se passer. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais c'est ça qui est rigolo, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui va faire la différence. Je me dis, mais pourquoi se dire, voilà, on doit avoir 50 magasins dans 10 ans. Alors qu'est-ce qui se passe si on en a 49? On a loupé sa vie? Non, c'est un bon point, ça te met une pression. Mais c'est aussi être une ambition. Pour certains, ils voient ça comme une ambition, comme ça ils disent, c'est là où il faut atteindre, qu'il faut atteindre. Il faut aller dans le sens de la vie. Et ça vient de mon père, donc qui était ébéniste. Et quand il montrait son établi, quand il montrait les maquettes qu'il faisait, il me disait toujours, tu vois, pour faire des belles sculptures, il faut aller dans le sens du grain, dans le sens de la veine.
le bois a une veine et il faut toujours aller dans ce sens-là. Si tu vas contre le sens du grain, bah, tu auras des échardes. Et c'est tout ce qui se passera et il n'y aura jamais une belle sculpture. Il faut aller dans le sens de la vie. C'est comme quand on nage. Si on nage à contre-courant, on s'épuise et finalement on va se noyer, quoi. Qui dit Christian Louboutin dit Semelle Rouge. Elle n'est apparue d'ailleurs qu'1 an après le lancement de la marque. 2 ans. Et je te propose maintenant une pause, donc une autre pause amicale pour en discuter ensemble. Quelqu'un qui te connaît, qui va te poser une question surprise. C'est l'actrice Kelly Rutherford, qui est très connue pour son rôle de Lily Van der Woodsen dans Gossip Girl. Et je vais traduire juste après pour les non-anglophones. I'm sure he's been asked this a million times, but I'd love to know where he came up with the red bottom of the shoe and that exact color. It's so beautiful. Elle te demande comment, donc, même si tu l'as déjà eu cette question très souvent, mais c'est quand même assez iconique, comme ta semelle. L'idée de la semelle rouge, comment elle est née? Et pourquoi ce rouge, ce Pantone-là spécifiquement? Merci Kelly. Merci Kelly. Alors, c'est assez simple. C'est que pour moi, tout commence par un dessin. Et alors maintenant, la seule différence, c'est que je fais probablement... Tous les dessins ne sont pas coloriés, mais avant, je coloriais tous mes dessins aussi. Et donc, en 91, je dessine. Enfin, j'ai commencé à dessiner avant, mais disons en 91, je dessine pour moi. Et puis en 92 aussi. Et il y a toute une série de dessins qui est inspirée, en fait, de Warhol, les sérigraphies, le pop art en général. Et donc, tout est fait avec plein de couleurs. Tous mes dessins sont des dessins de couleurs pop. Et voilà, donc en fait, la semelle rouge, elle vient de la fidélité que j'ai pour mes dessins. Parce que quand on crée quelque chose, enfin, ça, je fais demander à n'importe quel créateur, mais je parle en mode, par exemple. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre le dessin et puis la dernière réalisation, la vérité. Et on est très, très heureux quand le dessin originel ressemble à la fin à ce qui se passe à la fin. Mais il y a toujours des compromis obligatoires. Les jambes sont jamais aussi longues, la taille est jamais aussi fine et tout. Bon, voilà. Donc, l'idée, le sentiment de rester au plus proche de son dessin originel, c'est vraiment un truc très, très agréable. Et pour moi, très important. Donc, je fais les dessins tout en couleur. Et puis, dans l'usine en Italie, les premiers prototypes arrivent. Donc, il y a ce soulier, comme ça, qui est un soulier un peu qui exprime le tango, mais qui est sur une forme très pointue, avec une barrette et une très grosse fleur, vraiment comme les fleurs de Andy Warhol. Enfin, il y a une peinture qui s'appelle Flowers d'Andy Warhol. Et donc, moi, j'ai cette peinture en tête. Mais je ne l'ai pas en réalité, mais je l'ai dans la tête. Et donc, quand je dessine, je pense à cette pensée. Et donc, voilà. Et je regarde le soulier. Donc, je l'essaye. Il chausse en plus. Bon, il y a quelques modifications. Et puis, tout à coup, je le regarde. Et j'ai toujours mon dessin à côté de moi. Quand je fais une chose, enfin, quand le prototype est là, je regarde toujours le dessin originel. Je vois les différences. Et à ce moment, je regarde, je me dis, il est très, très proche du dessin original, donc ça, c'est génial. Il chausse, ça, c'est encore mieux. Bon, il y a, comme ça, modification. Mais tout à coup, quand je prends le soulier, mais il y a quand même quelque chose de plus fort sur le dessin. Et quand je prends le soulier de dos, donc, il y a le dos du soulier, on voit le talon. Et puis, il y a une énorme masse noire, parce que la semelle est noire. Il y a une masse noire qui n'existe pas dans mon dessin. Et je me dis, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que c'est le manque de couleur qui fait qu'on perd mon dessin. Je perds mon dessin. Et donc, Sarah, qui essayait les souliers, qui a arrêté d'essayer les souliers à ce moment-là, parce que c'est la fin de la journée, se peint les ongles. Quelqu'un qui travaille avec moi. Elle se peint les ongles avec un vernis. Donc, je lui chope son vernis. Je lui dis, attends, laisse-moi faire un truc. Elle me dit, attends, je finis. Je dis, non, mais 2 secondes. Bon, bref, on s'engueule un peu. Enfin, on s'engueule pas vraiment, mais je lui chipe son vernis. Elle devrait prendre son vernis pour... Exactement. C'est la chaussure. Puis elle me dit, mais il n'y en a pas d'autres. On est là. Enfin, on est dans une ville qui s'appelle Vigevano. Et donc, je lui pique son vernis et puis je déverse son vernis sur la semelle. Donc, j'efface le noir, en fait. Je veux pas mettre une couleur. Enfin, je veux mettre une couleur, mais c'est surtout, je veux enlever le noir. Et tout à coup, ça fait office de révélateur. Paf, je retrouve mon dessin. Tout de suite, tu vois. Mais tout de suite. Tout à coup, je me dis, voilà, c'est ça, c'est aussi bête que ça. C'est en fait qu'il me manquait de la couleur. Et je me dis, voilà, je vais mettre de la couleur. Donc, il va y avoir une semelle de couleur. Et je me dis, chaque année, je vais faire une couleur différente. Donc, je me rappellerai de mes années par une couleur différente. Et puis, c'est la période de Noël. Donc, je me dis, je vais commencer. Le rouge, c'est très joli. Mais je vais commencer, c'est Noël. Alors, j'ai une idée vraiment un peu conne, disons.
je me dis, bon, c'est Noël, ça va être vert. Et là-dessus, on est quand même au début des années 90. Et moi, je vends dans mon propre magasin. La première année, les 2 premières années, je vends. Quand je suis pas en Italie, je suis le vendeur. Chez moi, rue Jean-Jacques Rousseau. Et là, je me rappelle quand même que beaucoup de femmes ne portent que du noir. Et je me rappelle aussi qu'il y a des gens qui disent qu'elles n'aiment pas la couleur. Et donc, quand je reviens, j'ai ça en tête, comme ça, de faire une couleur. Et puis, il y a cette femme qui arrive, il y en a eu plusieurs, et qui est tout en noir. Et elle me dit, ah mais moi j'aime pas la couleur. Elle regarde les souliers noirs, etc. Puis elle me dit, moi je porte jamais de couleur, je déteste la couleur. Je lui dis, mais non, c'est pas vrai, vous avez la couleur. Elle me dit non. Je lui dis, ben, regardez vos ongles, regardez votre bouche. Vous avez une couleur, vous avez du rouge. Elle me dit, ah oui, mais c'est différent. Ça c'est différent, le rouge c'est différent. Donc je me dis quand même, le rouge est accepté. Est différent. On n'aime pas les couleurs, on aime toujours le rouge. On n'aime pas les couleurs, on n'aime pas le orange. On n'aime pas les couleurs, on n'aime pas le jaune, on n'aime pas le violet. On peut à la limite aimer le bleu, bizarrement. Mais en tout cas, on n'aime pas les couleurs. Il y a plein de couleurs qui disparaissent. Mais le rouge reste. Donc je me dis, si je dois rester à une couleur et fidèle à une couleur, finalement, ça sera le rouge. On arrive en 2003. La marque va mieux aussi parce que il y a une distribution qu'on appelle wholesale, en particulier aux États-Unis, c'est que tu arrives à pénétrer un monde compliqué qui est le monde en fait des distributeurs. Donc là, tu n'as pas de boutique à toi encore à ce moment-là, mais ça va être plutôt des grands magasins, c'est comme ça que ça s'appelle, qui vont ou des indépendants qui vont acheter une paire, 2 paires, 3 paires. Donc c'est comme ça que tu commences à pénétrer les États-Unis. On commence les États-Unis. Non, on commence à peu près les États-Unis en même temps le wholesale et le retail. C'est-à-dire, on va avoir un magasin, mais un magasin qui est fait par quelqu'un qui décide d'avoir un magasin Louboutin. Moi, je vois ça comme une chose très bien parce que je me dis, bah, c'est sympa. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en la marque, donc c'est très bien. Et parallèlement à ça, on commence à développer le wholesale, c'est-à-dire la distribution. Mais à nouveau, c'est complètement par hasard. Au début, c'est vraiment par hasard, mais je comprends les choses assez rapidement. Mais c'est vraiment par hasard. En fait, il y a donc en 91, quand j'ouvre, c'est octobre 91. En novembre, j'ai une amie qui me dit, ah, il y a quelqu'un qui veut faire un papier sur les nouveaux magasins. Les nouveaux magasins à Paris. Donc, c'est pas sur moi, sur Louboutin, c'est vraiment sur les nouveaux magasins à Paris. Et donc, c'est une journaliste américaine. Et quand la journaliste américaine vient, donc elle m'attend dans la boutique, et à ce moment-là, dans la boutique, il y avait, donc ça c'est vraiment, je parle de 91, hein, tout de suite 91, vraiment le tout début, il y a la princesse Caroline de Monaco, que je peux vraiment dire comme un peu la deuxième fée, c'est ça. Moi je la connais pas, qui est dans le magasin parce qu'elle va à la Galerie du Passage, qui est un endroit où elle a ses habitudes, donc dans la Galerie Véro-Delà. Mais donc, sa voiture s'arrête, elle est là, et elle voit, et donc elle rentre, et puis elle achète des choses. Donc ça, moi, je suis pas là, ce jour-là. Et puis elle revient une fois, et elle rachète des choses avec une amie. Quand la journaliste est là. Et la journaliste est là, et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce magasin qui a genre 1 ou 2 mois d'existence, et où il y a vraiment une icône, qui vient. Belle femme, élégante, etc., la française, blablabla, papa. Et voilà, donc elle fait un espèce de papier dans le magazine W, dithyrambique, dans le magazine W, exactement, W, et ça m'amène tout de suite tous les acheteurs américains. Donc quelques clients, mais surtout tous les grands magasins. Mais moi, on n'a même pas de collection à leur montrer, en fait. 2017, il y a une nouvelle ère, parce que toi, on peut souvent séquencer l'histoire de Louboutin, Christian Louboutin, sur plusieurs périodes, 4 en particulier. La 3e, c'est vraiment à partir de 2007, où là, vous allez passer sur cette stratégie retail. Donc là, retail, c'est là où vous allez avoir des boutiques de plus en plus en propre, vous, jusqu'à en avoir 160. L'international, ça a toujours été un objectif pour toi ? Le business, à nouveau, se développe naturellement vers l'Amérique. L'Amérique, pour différentes raisons, parce que les Américains viennent les premiers, donc ils sont un peu les pionniers. Les Français, quand on est Français, ils seront les derniers, ils seront toujours les derniers, et les Français n'aiment pas aider les Français, et c'est à cause d'un succès américain que des journalistes français daignent m'adresser la parole, mais sinon, ils ne sont pas du tout intéressés, ils sont juste impressionnés par les Américains. Et c'est un énorme défaut. Enfin, c'est comme ça, j'en ai profité finalement, mais c'est un défaut qu'on a, c'est de toujours être bluffé par ce qui se passe en Amérique, alors que les Américains sont plutôt bluffés par ce qui se passe en France. À partir de 2007, en plus du retail, il y a un nouveau membre de ton équipe, Alexis Moreau, qui te rejoint, et d'ailleurs, ça va être la prochaine pause amicale, donc la pause amicale
du CEO de Christian Louboutin qui travaille avec toi depuis maintenant quasiment 20 ans, Alexis Moureau. Bonjour Christian, c'est Alexis. Bon, je vous pose souvent beaucoup de questions, mais là, Alexandre m'a demandé de vous poser une question plus personnelle. Alors je vous la pose, à savoir quelle est, dans votre parcours, la personne qui vous a le plus influencé. Voilà, merci. Merci Alexis de poser la question. Je vois qu'après des années de travailler ensemble, il te vous voit. Donc là, il y a ce respect aussi mutuel. Qui est donc la personne qui t'a le plus influencé ? Alors, finalement, la personne qui m'a le plus influencé, mais de manière très inconsciente, de manière consciente, ça serait Roger Vivier, mais de manière inconsciente, c'est mon père. Et je me rends compte parce que ma mère était, pour moi, probablement plus importante, et surtout de par son caractère, parce qu'elle était très solaire, etc. Et je pense que quand on est enfant, on se réfère beaucoup au côté solaire des gens, beaucoup plus qu'au côté lunaire. Et mon père, au contraire, était quelqu'un de très réservé, de lunaire, vraiment une face plutôt, pas sombre, mais vraiment une face cachée d'une certaine manière, mais le goût des détails, la discipline, le travail, l'ordonnance, c'est pas du tout ma mère, qui était foutraque, etc., bordélique, très sympathique, mais très très bordélique et tout. Mais en fait, je suis un mélange, et j'ai beaucoup donné à ma mère de crédit, sans donner aucun crédit à mon père, mais mon père, finalement, je me rends compte, a eu une énorme influence. 2021, un grand fonds, c'est plutôt une structure d'une grande famille, une famille italienne, qui est la famille Agnelli et Elkann, le fonds Exor, qui là rentre au capital. Alors, c'est important parce qu'ils ne rachètent pas. Là, on parlait tout à l'heure de ces grands groupes qui se sont constitués au fil des années en rachetant beaucoup de maisons. Toi, tu n'acceptes pas en tout cas cette direction-là, pour le moment en tout cas, et en revanche, tu donnes une participation importante, puisque quasiment un quart du capital, à la famille, donc Elkann. Comment ça s'est passé ? C'était ça que tu recherchais ? Vous avez été très, très souvent sollicité, je suppose, oui. pour vendre votre entreprise ? Souvent sollicité, mais pas spécialement intéressé. Mais à un moment, je me suis dit que c'était bien d'avoir un partenaire qui ne soit pas un père, mais qui soit un frère. C'est-à-dire avec qui on pourrait travailler de manière fraternelle et pas paternelle. Alors j'explique pourquoi. J'ai pas la prétention de tout savoir et de bien connaître mon travail, mais il y a quand même des choses que je sais au bout d'un moment. Et je sais que et j'ai pas envie, dans l'idée d'avoir un partenaire, je n'ai ni besoin ni envie d'avoir quelqu'un qui, s'il y a un problème ou s'il y a une chose, dit bon, c'est moi qui décide parce que moi je sais, moi je suis le papa et je sais mieux que tout le monde. Ça, c'est pas pour moi. Autant j'ai du respect pour tout le monde, autant le père autoritaire, c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin. Et donc c'était important pour moi, au moment d'un choix d'un partenaire, que ce soit quelqu'un qui arrive de manière fraternelle, qui le comprenne et que ce soit réel et naturel. D'où le groupe Exor, parce que ce sont des gens très intelligents, mais qui ont une phase de réflexion et qui, en plus, rapport à la mode, n'ont pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire et de ne pas donc avoir à écouter la personne qu'ils ont approchée. Je propose maintenant une pause musicale. Christian, quelle est ta chanson culte ? C'est une chanson de Prince. Ouais. C'est définitivement pas mal de chansons de Prince. Laquelle ? Une qui alors je dirais les One Dove Cries, ça c'est une tout de suite. Très bien, elle me va bien. Diamonds and Pearls, Sign of the Times. Okay. Tu sais quoi, on va en prendre une, peut-être Sign of the Times, on va en écouter un extrait. Ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy unless man truly dies. Oh, why time? Christian, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.